Cette série de vidéos, nous allons voir ensemble comment mettre en place une API web en utilisant Node.js et le module Express. Pour cela, là, j'utilise mon éditeur de texte qui s'appelle Visual Studio Code, qui est un logiciel gratuit. Donc, vous pouvez aller sur Internet et juste taper Visual Studio Code et vous allez pouvoir l'installer gratuitement. Et donc aussi, j'ai installé en préalable donc Node.js et aussi npm qui est installé avec. Donc npm, c'est un outil pour gérer les modules dans Node.js. Donc pour commencer notre projet, je vais initier le projet en faisant npm init. Cette étape en fait, elle n'est pas, le fait de mettre en place le projet avec npm, ce n'est pas obligatoire, mais ça nous permet en fait de gagner un peu de temps. Donc en gros, là, on doit préciser le nom du package. Je vais laisser e-commerce API qui représente le nom du dossier dans lequel je vais mettre le code. Ensuite, la version, donc là, je vais laisser 1.0.0. Dans la description, nous pouvons mettre ce qu'on veut. Et là, par exemple, je vais mettre un API for an e-commerce website. L'entry point, ça représente en fait le point d'entrée de notre projet. Donc là, je vais laisser index.js, c'est un fichier que nous allons créer par la suite. Ensuite, le test commande, donc je peux mettre test. Et le Git repository, donc pour l'instant, je vais rien mettre parce que là, on n'a pas encore mis en place un repo Git. Et finalement, on peut mettre quelques mots-clés. Donc là, je vais mettre API e-commerce. Sinon, on peut laisser vide, ça n'a pas trop d'importance pour le moment dans notre cas. Ensuite, pour l'auteur, donc là, je vais mettre mon nom, Okbakin ici. Et finalement, je vais laisser la licence ISC. Voilà, donc là, il me dit, est-ce que c'est OK? Je dis oui, donc je tape Entrée. Et voilà, donc là, ça nous a créé un fichier ici en package.json dans lequel il y a ce que nous avons mis en fait tout à l'heure. Voilà, donc là, en fait, ça met en place la structure du projet. Et après, on va avoir aussi une autre section pour les dépendances. En gros, ça nous permet, ou bien ça nous permet d'éviter d'échanger. En fait, si par exemple nous avons d'autres collègues avec nous sur le projet, ça nous permet de ne pas partager les modules tiers, c'est-à-dire des modules qui ont été écrits par d'autres personnes, mais on partage uniquement en fait les noms de ces modules. Et après, en faisant une action d'installation, donc ça nous permet de récupérer le même code ou bien les mêmes dépendances que les autres personnes. Je vais expliquer ça plus tard. Donc voilà pour l'instant, donc on a la structure de notre projet, ou bien la description de notre projet, c'est la carte d'identité de notre projet qui est mise en place. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, on a indiqué que le main ou bien l'entry point de notre projet, ça s'appelle index.js. Donc nous allons créer un fichier index.js. Donc là, je peux le créer index.js. Et là, nous allons écrire notre code. Donc, pour le moment, par exemple, je peux faire créer, ou bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais utiliser Express pour le serveur web. Donc, Express n'est pas la seule méthode, ou bien ce n'est pas le seul module qu'on peut utiliser pour mettre en place un serveur dans Node.js, mais c'est la plus utilisée pour le moment. Après, peut-être ça peut changer dans le futur, mais actuellement, c'est les plus utilisés. Donc là, je peux mettre Express égale. Donc, pour dire à Node.js d'utiliser un module externe ou bien un module qui a été écrit par d'autres personnes, on fait on appelle la méthode require. Et là, je mets le nom du module. Voilà. Donc ensuite, par exemple, si je veux lancer maintenant le projet, donc pour lancer un projet en Node.js, nous avons juste à faire node index.js. Là, il me dit en fait qu'il ne trouve pas le module Express parce qu'en fait, on ne l'a pas installé. Donc, pour installer un module tiers, on a juste à faire npm install et on peut faire Express. Cela va nous installer le module et le rajouter en fait dans notre projet. Par contre, généralement, on rajoute une option qui s'appelle "-save" pour rajouter une section en fait, dans le fichier package.json. Donc ça va rajouter une nouvelle section ici. Et cela en fait permet de dire aux autres personnes qui utilisent
ou bien qui travaillent sur le même projet que nous, qu'on a utilisé Express comme dépendance. Donc après, ils ont juste à faire npm install pour installer ce module. Donc là, si je fais Entrée, donc ça va installer le module Express. Donc comme on voit ici, ça nous a rajouté une section Express, mais surtout, ça nous a rajouté un nouveau dossier, Node Modules, dans lequel, là, on a plusieurs modules qui ont été installés. Donc là, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi en fait il y a tant de modules alors que nous avons installé uniquement Express? En fait, c'est euh, c'est récursif, c'est-à-dire là, en installant Express qu'on peut trouver ici, nous avons aussi installé les dépendances qui sont utilisées par Express. Ça veut dire là, si je vais regarder donc la carte d'identité de ce projet, enfin de ce module qui est package.json, donc là, je vais trouver dans la section dependencies, je vais trouver plusieurs modules, en fait, par exemple accept, array, flatten, ainsi de suite. Donc là, il y a presque 29 modules qui sont utilisés par Express, et ces 29 donc, ont été installés ici. Voilà, donc ça, c'est l'histoire des nodes modules. Donc là, si je reviens et je fais node index.js, donc là, en fait, il n'y a pas d'erreur. Bon, ça fait rien, mais au moins, il n'y a pas d'erreur. Parce qu'en fait, on a juste dit à Node.js, bah, récupère-moi Express, mais ne fait rien. Donc là, si je veux lancer, par exemple, mon serveur, nous avons besoin de créer une nouvelle variable. On va l'appeler application, par exemple. Bah, généralement, en fait, dans les projets, vous allez trouver, on l'appelle uniquement app. Mais là, bon, pour juste savoir quelque chose de clair, donc je vais l'appeler application. Et là, on va appeler juste le constructeur de Express. Donc là, on a une instance de nos serveurs, mais elle ne tourne pas encore. Donc là, si je fais application.listen, donc c'est pour lancer notre serveur, là, on a besoin en fait de spécifier un port. Bon, pas forcément, parce qu'en fait, sinon, ça va se lancer sur le port 80. Mais généralement, le port 80, il n'est pas disponible tout le temps. Donc, on évite de faire ça. Donc, je peux spécifier le port 3000. Et ensuite, on va appeler un callback. Donc un callback, en fait, ce n'est juste qu'une fonction, ça représente une fonction qui va être appelée à la fin de l'action de listening, enfin d'écoute sur le port 3000. Donc là, je vais juste afficher un message sur le console en faisant console.log. Par exemple, on va mettre the server is running on port 3000, enfin 3000. Et voilà, donc là, en fait, juste avec 6 lignes de code, avec une ligne qui est vide, on a un serveur en fait qui est capable de tourner sur notre machine. Donc c'est vraiment très léger avec Node.js. Donc là, si je fais Node. Donc voilà, donc là, on a the server is running on port 3000. Donc pour tester ça, donc on va juste faire localhost. Donc par défaut, il tourne sur l'adresse IP 127.0.0.1 qui représente le localhost. Donc c'est la même chose. Et là, si, en fait, pour préciser le port, donc on fait 2.3000. Et là, par contre, il me dit cannot get slash. En gros, en fait, slash, ça représente la racine du projet. Et donc là, pareil, si je fais par exemple hello ici, il va me dire cannot get hello. Parce qu'en fait, on n'a pas spécifié une logique pour ces ressources. En fait, à chaque fois, on met quelque chose après le 3000, c'est pour récupérer une ressource, sauf que dans notre code, pour le moment, on n'a rien fait. Et donc là, là, il me dit cannot get, c'est parce que en fait, dans, dans HTTP, dans le protocole HTTP, il y a plusieurs méthodes possibles. La plus utilisée, c'est le get et qui est utilisé par le navigateur par défaut. Donc là, on a get. Par contre, on a aussi post. Donc généralement, elle est utilisée pour enregistrer une ressource sur notre serveur. Ou bien il y a aussi put pour modifier une ressource qui est déjà existante. On a aussi delete, donc pour supprimer une ressource. Bon, il y a d'autres comme patch et options et tout. Mais bon, généralement, les quatre les plus utilisés dans le monde des API sont get, post, put et delete. Après, bon, on peut utiliser les autres aussi. Voilà, donc pour le moment, donc, notre serveur, il n'est pas vraiment utile, donc il manque des choses. Donc pour spécifier des logiques qu'on va attacher aux routes ou bien aux endpoints qu'on veut utiliser.
Donc là, je vais faire application.get par exemple. Là, c'est pour la méthode get. Et je peux mettre, par exemple, hello. Bon, déjà, on fait celle de la racine. Donc là, on passe, donc, comme premier paramètre, on passe la ressource ou bien le path, enfin le chemin. Et là, on passe donc un callback qui sera appelé à chaque fois que cette ressource est demandée. Donc là, dans la fonction, enfin le callback, il a besoin principalement, bon, généralement on peut avoir aussi d'autres paramètres, mais principalement d'une requête, donc on va appeler request, et le second, en fait, ça représente la réponse. Et donc voilà, c'est une fonction. Et donc là, en fait, on va juste faire response. Après, on a besoin de spécifier, bon, pas obligatoirement parce qu'il y a des valeurs par défaut, mais on spécifie donc le statut de la requête HTTP. On va dire que, en fait, généralement, les codes qui commencent par 2, enfin, de 200 à 299, généralement, c'est des codes pour dire que tout s'est bien passé. Généralement, il y a 200 pour le get, 201 pour le post. Après, bon, pour le put, ça dépend, mais on a aussi 201 ou 200. Après, donc pour le delete, on utilise généralement 204. Mais bon, ça peut changer, mais ça, c'est la définition du protocole HTTP. Voilà, donc là, on a spécifié le statut et on peut spécifier donc, le contenu de la réponse. On peut dire que success est true. Donc là, c'est en format JSON. Ce n'est pas en format HTML parce qu'en fait, l'objectif d'une API, ce n'est pas vraiment de retourner le contenu d'une page HTML bien structurée et tout, mais c'est surtout enfin, retourner des données. Donc en format, enfin généralement on peut trouver soit en format JSON, soit en format XML parfois. Mais bon, là généralement la tendance c'est d'utiliser le JSON. Voilà, donc là on a spécifié par exemple pour le get de slash et on peut spécifier par exemple pour le hello. Pareil, donc je mets slash hello request. Bon, après, pour simplification, on peut, enfin, les noms des paramètres, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc là, je vais mettre rec et res pour aller vite. Voilà, et donc là, pareil. Donc là, je vais spécifier mon res. Je vais utiliser donc, res.status, disons 200. Et comme message, donc je vais utiliser son success, ou bien peut-être success ok égale à true. Et j'ai envoyé aussi un message pour dire bonjour. Voilà. Donc là, si je relance mon serveur et je reteste, donc déjà je reteste la racine. Donc là, voilà, on a ce qu'on a spécifié. Et si je mets hello, pareil, donc on a success true et message égal à bonjour. Donc voilà la première vidéo. C'est juste une introduction en fait pour vous montrer comment mettre en place le serveur. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment structurer les endpoints et comment mettre en place une base de données, ainsi de suite. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Donc, enfin, je viens de commencer pour le moment, donc j'espère que dans la prochaine vidéo, on apprendra plusieurs choses ensemble. Merci beaucoup.